Mesdames, Messieurs, chers collègues, aujourd'hui, pour cette cinquième présentation, Rémi Buchler, avocat au barreau de Genève et titulaire de notre brevet, nous commentera la solution d'un problème portant sur des cas exceptionnels en comptabilité générale. Je précise que cette présentation est enregistrée et sera prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Je précise également qu'en raison du nombre élevé de participants, il ne sera malheureusement pas possible de répondre à vos questions. Je vous remercie d'avance de votre compréhension. J'espère que ce séminaire vous aidera dans votre préparation et vous souhaite d'ores et déjà plein succès pour votre avenir. Rémi, je te donne la parole pour la présentation et la résolution de ce problème. Merci Merci Rémi. beaucoup. Merci Yvan. Bonjour à tous. Merci de venir regarder et écouter ce webinaire. Donc, on a aujourd'hui un thème de cas exceptionnel en comptabilité générale et un exemple d'examen qui correspondrait à 35 minutes de travail, soit des tâches pour 35 points. Donc, vous l'avez vu, on parle de cas exceptionnels, c'est-à-dire assainissement, liquidation, fusion. Et c'est ça qu'on va revoir au travers de ces exercices dont je vais vous commenter la résolution. Donc, nous avons un premier problème qui est un problème d'assainissement. Et c'est un assainissement, somme toute, assez classique. Il n'y a pas de piège ou de problématique ici. Vous avez le bilan avant assainissement là, qui, vous le voyez, affiche des pertes reportées de 490. Donc, on a une société qui a quand même déjà accumulé un certain nombre de pertes, rendant un assainissement nécessaire. On vous indique les différentes opérations d'assainissement qui sont effectuées et on va vous poser diverses questions théoriques comme pratiques. Donc, je vous rappelle les éléments de base de l'assainissement. Donc, l'assainissement, ça consiste à tenter de remettre une société à flot lorsque les finances se sont détériorées à un point tel que cela nécessite une intervention. C'est les articles 725 et suivants dans le Code des obligations qui sont surtout pertinents à ce stade, article 725 dont on parle beaucoup, puisque ils ont en plus été récemment révisés, enfin récemment avec le nouveau droit de la société anonyme qui est déjà là depuis quelques années, mais sachant qu'il y a une réforme tous les 120 ans en Suisse, ça c'est encore récent. Et nous avions avant un seul article 725 et on avait le 725 alinéa 1, alinéa 2. Nous avons maintenant plusieurs articles 725, 725A, 725B qui nous règlent ces différents domaines. On se rappelle également que l'assainissement, ça repose essentiellement pour ce qui concerne les conséquences légales sur une analyse de la structure du bilan et plus spécifiquement sur une analyse de l'endettement de la société par rapport à ses différents actifs ou, ce qui revient au même, une analyse des fonds propres et de à quel point les fonds propres ont été grignotés par les pertes qui se sont accumulées au fil du temps. Donc ici, pour un exercice sur l'assainissement, on va bien entendu commencer par tourner notre œil vers le capital action et les réserves légales et la perte reportée. On voit ici qu'on a 950 de capital action et de réserves légales et qu'on a quand même 490 de pertes reportées. Donc, on voit qu'il y a à peu près déjà la moitié de ces fonds propres qui ont été grignotés par les pertes reportées. Et ce critère de la moitié, eh bien, nous alerte. Avant de passer aux écritures d'assainissement à proprement dit, on a une question théorique. Théorique, oui. Déterminer quel type de bilan déficitaire existe avant l'assainissement au 31 décembre. La réponse doit être justifiée avec citation de l'article et de l'alinéa du Code des obligations. Donc, on va sur nos 725. Notre premier 725, c'est le devoir du conseil d'administration de surveiller la solvabilité de la société et de prendre des mesures visant à garantir sa solvabilité. C'est un nouvel article de la révision du droit de la société anonyme, c'est un devoir du conseil d'administration de constamment veiller à cela. Le deuxième article 725A qui correspond à l'ancien article 725 alinéa 1, qui est la perte en capital, lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs après déduction des dettes ne couvrent plus la moitié
de la somme du capital action, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte en capital. Devoir de soumettre les comptes à un contrôle restreint par un réviseur agréé, c'est important. Et puis, le troisième point qui correspond à l'ancien article 725 alinéa 2, c'est donc le surendettement. C'est lorsque les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs. Et à ce moment-là, il faut de nouveau faire vérifier ces comptes intermédiaires, mais le surendettement implique de déclarer la faillite. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On vient de le voir. On a donc des fonds propres avec réserves qui s'établissent à 950. La moitié de 950, ça va être 475. Et on voit que la perte reportée ici, 490, est supérieure à la moitié de ces fonds propres et des réserves légales, du capital action et des réserves légales. Donc ici, on a grignoté plus de la moitié, quelque part, de nos fonds propres. Et donc, on se trouve dans l'hypothèse de l'article 725A, alinéa 1, c'est-à-dire que les actifs ne couvrent plus la moitié de la somme du capital action, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice. Une autre façon de déterminer ce surendettement, ce serait que vous, non pas surendettement, perte en capital, je suis navré, ce serait que vous fassiez le total des actifs, que vous déduisiez les dettes, hein, puisque les dettes, elles doivent être payées, et que vous regardiez ce qui reste. Logiquement, lorsque on a les actifs moins les dettes, il reste les fonds propres. Et ben, ici, ça ferait 460. Et 460, c'est inférieur à la moitié des fonds propres, enfin du capital d'action et des réserves légales. Donc soit je ne regarde que les fonds propres et je me dis j'ai ici 900, la moitié c'est 475, ben, j'en ai bouffé plus que la moitié, donc je suis en perte en capital. Soit je fais le long calcul de prendre mes actifs circulants moins mes dettes, j'arrive à 460 et je vois donc que bah, 460, ça va pas forcément jouer. Donc nous sommes ici dans le cas de l'article 725 A alinéa 1 CO. C'est donc ça la réponse. Et le type de bilan déficitaire, on qualifie encore ça de bilan déficitaire avec conséquences juridiques. C'est un peu une ancienne appellation. Moi, je ne suis pas trop favorable à celle-là, puisque depuis le nouvel article 725, il y a des conséquences juridiques dès lors que la solvabilité est mise en péril. Donc de dire qu'il y a des conséquences juridiques qu'à partir du moment où on a perdu la moitié, c'est l'ancienne façon de décrire et il serait peut-être euh, préférable de parler d'un bilan avec perte en capital et c'est l'appellation officielle qui est donnée de perte de capital, perte en capital par la loi. On nous demande ensuite d'établir le bilan après les mesures d'assainissement. Alors, regardons peut-être les écritures, hein, parce qu'on ne nous demande pas les écritures, mais c'est pas inutile de les regarder. Donc, on a des immobilisations qui sont inscrites pour une valeur d'acquisition de 750 et qui ont une valeur vénale de 950. Donc, les immobilisations en cas de perte de capital peuvent faire l'objet d'une réévaluation, c'est-à-dire d'une augmentation de leur valeur à la valeur vénale de 200. Donc, en écriture comptable, on va augmenter nos immobilisations corporelles de 200 pour les porter à leur valeur vénale et ces 200 vont devoir être comptabilisés obligatoirement dans une réserve de réévaluation au fonds propres. Pardon. Les retentions de créances, eh bien, nous avons 100 de capitaux étrangers à court terme en moins, puisque les créanciers ont renoncé à ça. 200 de capitaux étrangers à long terme en moins, puisqu'ils y ont renoncé. Donc, ça fait 300 de renonciation de créances. Et ces 300 sont comptabilisés dans un compte d'assainissement. Le compte d'assainissement qui est le compte qui va voir comptabiliser toutes les plus-values, éventuellement moins-values réalisées lors des opérations d'assainissement. Et ce compte va nous permettre de voir un résultat net d'assainissement
à la suite de nos opérations. Il y a une vente de stock non déprécié, donc pas besoin de se préoccuper d'une éventuelle provision. Coût de 400, ils ont été cédés à 150, donc je vais avoir une sortie de mes stocks de 400, puisqu'ils sont comptabilisés au coût, les stocks. J'arrive à les vendre 150, donc je vais avoir 150 de liquidité en plus, et je réalise donc une perte sur la commercialisation de ces stocks à un prix de liquidation de 250. Et vous voyez que ces 250 vont être portés au débit du compte d'assainissement, puisqu'ils viennent réduire mon résultat d'assainissement. Une opération supplémentaire qui est faite, c'est de réduire le capital de 200. Donc une réduction de capital, ça permet effectivement de dégager de l'argent, puisque c'est de l'argent qui a été mis en tant que capital par les actionnaires qu'on annule. Donc ça veut dire que les actionnaires, 200 qu'ils ont mis dans cette société, eh ben, on leur explique que maintenant, bah, ça y est plus. Donc ça nous permet de réduire le capital, 200, et ça nous génère 200 de produits d'assainissement. Pourquoi? Parce que tout simplement le capital passe de 600 à 400, mais on ne rembourse rien. Donc en fait, on ne rembourse pas les gens, ils laissent ça dans la société. Ça fait un produit d'assainissement. On augmente droit après le capital de 300 pour renforcer les fonds propres de la société. Et ces 300 sont libérés pour un tiers par une transformation d'une dette à long terme en capital. Donc un créancier accepte de ne pas être remboursé pour sa dette, mais en échange de recevoir des actions pour une valeur nominale de sa dette. Et le reste, ça fait un apport de liquidité à la société. Et puis, on alloue la réserve légale issue du bénéfice à la couverture des pertes, qui est une utilisation autorisée par la loi. Donc, les 50 de réserve légale issue du bénéfice, je vais les utiliser pour compenser la perte reportée. Si on regarde ce que ça donne, ces opérations sur le bilan d'assainissement, du côté de l'actif, nos liquidités vont passer de 150 à 500, puisqu'on reçoit 150 et 200. Les créances n'ont pas été touchées, les stocks diminuent de 400 et les immobilisations corporelles sont augmentées de 200. Donc ça, ce sont les chiffres du bilan après assainissement. Et si je regarde au niveau du passif, eh bien, au passif, ça va être également la même logique, hein. Donc, mes dettes à court terme des créanciers y ont renoncé à 100, donc je vais me retrouver avec 900. Mes dettes à long terme, on a eu 300 de renonciation, donc je vais me retrouver à 1590 de dettes à long terme. Le capital, il a été diminué de 200, mais réaugmenté de 300, donc je vais arriver avec 700 de capital. Ma réserve libre issue du capital ne bouge pas. Ma réserve légale issue du bénéfice, elle, j'ai utilisé les 50 que j'ai trouvé pour compenser ma perte reportée qui passe donc à 440. Attention, c'est pas fini. Et mon compte d'assainissement, lui, me fait une plus-value d'assainissement de 250 avec ces quatre opérations d'assainissement qui ont généré une plus-value. Donc les 100 de créances à court terme qui ont été abandonnées par les créanciers, les 200 de créances à long terme qui ont été abandonnées par les créanciers. Maintenant, on a perdu aussi, donc moins, hein, vous voyez, on a perdu 250 sur la vente des stocks, et puis on a dégagé 200 avec la réduction de capital. Donc j'ai un résultat d'assainissement de 250 et j'ai une réserve de réévaluation de 200. Faites bien attention que la réévaluation d'une immobilisation, ça ne crée pas une plus-value d'assainissement, ça doit être comptabilisé en fonds propres dans une réserve de réévaluation. Alors maintenant, l'idée de ce compte d'assainissement de 250, c'est de venir aussi compenser la perte reportée. Donc la dernière chose que je vais faire, la dernière écriture que je vais faire, c'est de prendre mon compte d'assainissement qui a 250 et donc utiliser ces 250 pour compenser ma perte reportée. Donc assainissement à perte reportée pour 250. Et à ce moment-là, ce solde de 250 que je retire de mon compte d'assainissement et que je vais utiliser pour compenser
ma perte reportée, mon compte d'assainissement va être à 0 et ma perte reportée va être à 190. Donc si vous regardez, j'ai bien un bilan équilibré de 3500 au passif et de 3500 à l'actif. Donc ça semble cohérent et correct. En général, si je tombe sur des résultats équilibrés en compta, je peux me dire que j'ai dû faire assez juste. Et puis j'ai donc ces nouveaux fonds propres où on voit qu'on a maintenant 700, 300 et 200. Donc on a 1200 de fonds propres et moins 190 de pertes reportées. On n'est plus dans une situation de perte en capital. Donc on a réussi notre assainissement. On nous pose des questions qu'il est proposé de compenser la réserve de réévaluation avec la perte reportée restante. Est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est pas possible, puisque une réserve de réévaluation doit être conservée. C'est l'article 725C qui nous parle de la réévaluation des immeubles et des participations et qui nous dit la réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital action ou en capital participation, par correction de valeur ou par aliénation des actifs réévalués. Donc ma réserve de réévaluation, ça reste dans les fonds propres, je n'y touche pas. Et cette réserve de réévaluation, les seuls moments où je vais pouvoir la liquider, c'est si je revends forcément l'actif, eh ben, ma réserve part. Et puis, si je la transforme en capital, potentiellement, ou si mon actif va de nouveau baisser de valeur, eh bien, correction de valeur, baisse de valeur d'un actif, là, on va devoir annuler la réserve de réévaluation dans la mesure de la baisse de valeur. Mais je ne peux pas utiliser une réserve de réévaluation pour compenser une perte reportée. On nous demande enfin de calculer le bénéfice imposable, donc article 725. C'est alinéa 3 CO et ça ne sera pas possible. On nous demande de calculer le bénéfice imposable parce que forcément ces opérations-là, elles ont généré des produits et elles ont généré un bénéfice. Et dans ce cas-là, je reviens sur la fameuse réévaluation. Une réévaluation fiscalement est imposable. Donc en fait, la réévaluation, on doit la compter dans ce bénéfice imposable, même si on ne la comptabilise pas dans le compte d'assainissement, euh, mais dans une réserve de réévaluation. Mais selon les lois fiscales, une réévaluation génère un bénéfice imposable. Donc j'ai fait une réévaluation de 200 qui m'a augmenté, donc qui m'a généré un produit qui est imposable. Les abandons de créances, ben évidemment, c'est aussi imposable puisque j'ai des tiers qui ont annulé leurs créances. Ces créances, ça a correspondu à des charges. J'avais comptabilisé des charges quand j'avais euh, tenu compte de ces frais. Si finalement ces charges ne sont pas payées, ben, corrélativement, c'est un produit. J'ai fait une perte sur la vente des stocks de 250. Et donc, j'arrive à un solde de 500 moins 250, donc de plus 250, qui est un bénéfice de liquidation et qui est donc imposable. Imposable ne veut pas dire qu'on va payer des impôts dessus, puisque vous savez que en matière d'imposition des entreprises et des sociétés, on peut reporter les pertes sur 7 ans. Donc, certes, on a ici fait un bénéfice, mais je rappelle qu'on a 490 de pertes reportées. Et donc, ce qui se passe dans une liquidation, c'est qu'en général, dans un assainissement, euh, voilà, hein, j'étais déjà dans le prochain exercice. Ce qui se passe dans un assainissement, c'est que certes, on réalise un profit du fait de nos opérations d'assainissement. Ce profit, techniquement, il est imposable puisque ça fait des produits imposables, mais la réalité, c'est que ça va servir à compenser des pertes. Donc, dans les faits, il n'y aura pas forcément d'impôt qui va devoir être payé. Ensuite, on part sur une liquidation. Donc, on voit là qu'une liquidation qui a déjà été faite, en fait, ça n'a pas abouti. Ils ont fait toutes leurs opérations de liquidation. Là, on est
au bilan, on va dire, final de la liquidation, c'est-à-dire que tous les actifs ont été vendus et on n'a donc plus que de l'argent. Il nous reste encore quelques dettes à payer, donc ces dettes, elles vont devoir être payées, hein, très clairement. Et puis, une fois que les dettes seront payées, on pourra passer à la distribution des deniers. On voit Euh, qu'il y a... excuse, je m'excuse de t'interrompre. Je Oui. sais qu'il ne faut pas le faire, mais là, il faut enfin, on a les examens dans 2 semaines, donc il faut qu'on soit au clair. Nous, on n'est pas d'accord sur le tout premier point quand on a dit que c'est un bilan déficitaire, c'est un perte de capital. Parce que pour nous, la partie protégée, il ne faut pas prendre en compte les 50, parce que enfin, les 300, c'est déjà 50% des 600. Enfin, je viens d'écrire à mon prof de compta et il est d'accord. Donc, il faut qu'on soit juste au clair, s'il vous plaît. Alors, Pourquoi prendre en compte les 50 de la réserve du bénéfice alors que les 300 couvrent déjà la moitié du capital action? C'est pas alors, comme ça qu'on a payé, en tout cas. Alors, je vais le traiter, même si c'est vrai qu'on a dit qu'on ne répondait pas aux questions. Ouais, Euh, mais bon. le 725 A est très clair. C'est les actifs après déduction des dettes ne couvrent plus la moitié de la somme du capital action, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice. Donc, on prend ces trois Qui chiffres. ne Donc, sont pas remboursables, par contre. Enfin, les 50% est déjà couvert par les 300. Enfin, je comprends pas. alors, écoutez, moi je suis navré, mais alors, tant la correction de l'examen qui nous a été fournie que la façon que j'ai de faire habituellement, Ok, on ok. arrive à ça. Et ça m'étonnerait quand même très fort que ce soit faux, puisque si on n'a pas de bilan de perte de capital, eh ben, ces opérations d'assainissement, elles n'ont pas vraiment de sens, en particulier la réévaluation de l'immeuble qui ne serait pas possible si on n'est pas en perte de capital. Donc on a quand même l'habitude de se dire que les actifs moins les dettes doivent couvrir la moitié du capital action et des réserves légales. Après, réserve légale issue du capital, remboursable, pas remboursable aux actionnaires, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et sans indication, on ne peut pas se permettre de présumer que c'est quelque chose de remboursable aux actionnaires. Donc, moi, là, je maintiens la Ok, correction qui a été ça fournie. marche. Voilà. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, on en revient à cette liquidation puisque ça n'a pas marché. Donc, on voit ici qu'on a 1250 de liquidité et qu'on a 500 de dettes qui restent à payer. Donc, on a un actif net, on va dire, qui résulte de 750. Hein. Si je prends mes 1250 de liquidité et que je paye les dettes qui restent à payer, ce que je suis obligé de faire dans le cadre d'une liquidation, c'est pas optionnel, 1250, je paye les 500, il va me rester 750. Ces 750, ils vont pouvoir être distribués ensuite aux actionnaires, puisque lorsqu'on liquide la société, la société cesse d'exister. S'il reste de l'argent, cet argent revient au propriétaire de la société. Donc il y a 750. Alors on voit que les fonds propres ici, ils valent 750. Pourquoi? Puisqu'on a un capital action de 700, on a des réserves légales issues du capital de 300 et on a des pertes reportées de 250. Donc on a des fonds propres nets de 750, encore heureux puisque ça veut dire que le bilan est équilibré, mais on voit surtout que les actionnaires, ils ont fait un apport de 1000 et que les pertes reportées s'établissent maintenant à 250. Donc l'apport qui a été fait par les actionnaires de 1000, il a été grignoté. Et on voit, et c'est ça l'élément important, qu'en fait les actionnaires ne vont pas récupérer tout ce qu'ils ont mis dans la société. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un impôt anticipé à prendre sur ce qu'on distribue aux actionnaires, mais il y a un impôt anticipé à prendre que si on distribue plus que ce que les actionnaires ont apporté. C'est le principe de l'apport en capital. On prend ce que les actionnaires ont apporté en capital, et ça, si on le restitue aux actionnaires dans le cadre d'une liquidation, tant qu'on restitue ce qui a été apporté, ça ne va pas être imposable. Mais si il se trouve qu'on restitue plus que ce qui a été apporté, le surplus va être imposable
et va être soumis à l'impôt anticipé. Donc là, on voit déjà sur la base de ce bilan qu'il n'y aura pas de surplus, hein, et que nos actionnaires qui ont mis 1000 recevront moins que ce qu'ils ont mis puisqu'ils ne reçoivent plus que 750. Donc ensuite, on a, on a des vrais faux. On doit dire ce qui est correct. Donc le produit de la liquidation net s'élève à 750, effectivement, donc ça c'est correct. On voit bien qu'il reste pour les actionnaires à l'issue de la liquidation 750 à leur distribuer. L'entreprise affiche un excédent de liquidation, j'écris le nom, mais en pratique, vous auriez juste pas à mettre de croix, hein, on vous demande de cocher les affirmations correctes. Il n'y a pas d'excédent de liquidation. Un excédent de liquidation, ce serait si les actionnaires reçoivent plus que ce qu'ils ont mis initialement. En l'occurrence, ils ne reçoivent pas plus que ce qu'ils ont mis initialement, vu que ce qu'ils ont mis, c'est le capital action et les réserves légales issues du capital. C'est le principe de l'apport en capital. C'est pas le principe du capital action, mais de qu'est-ce qu'on a apporté en capital. Avant la répartition des liquidités aux actionnaires, les capitaux étrangers doivent être remboursés, bien évidemment, hein, ça c'est clair, on doit payer nos dettes. Le versement aux actionnaires n'est pas assujetti à l'impôt anticipé, c'est également correct, on vient de le dire. Principe de l'apport en capital, les actionnaires ont apporté 1000, ils reçoivent 750, donc ils reçoivent moins que ce qu'ils ont apporté, donc il n'y a pas d'impôt anticipé. Donc ça règle le problème de la prochaine. L'impôt anticipé imputé lors du versement aux actionnaires est de 35% de 50. Non. Qu'est-ce qu'elle suppose? Si par erreur vous ne prenez que le capital action et que vous vous dites ben, mes actionnaires reçoivent 750 alors qu'il y a un capital action que de 700, il y a donc un excédent de 50 qui doit être soumis à l'impôt anticipé, et ben vous faites l'erreur de ne pas prendre en compte la réserve légale issue du capital. Et c'est le principe de l'apport en capital, pas le principe du capital action qui s'applique. Donc justement, ça, c'est faux. Le total du versement aux actionnaires issus du produit de liquidation est ici soumis à l'impôt sur le revenu? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de revenu. Encore une fois, les actionnaires reçoivent le remboursement de quelque chose qu'ils ont apporté à l'entreprise et ils reçoivent même moins. Donc, ça n'est pas le cas. S'il y avait un excédent de liquidation, là oui, l'excédent de liquidation est soumis à l'impôt sur le revenu. Le versement aux actionnaires peut, sans attestation d'un expert réviseur, être effectué seulement 1 an après l'appel aux créanciers. Tout à fait, c'est tout à fait correct. Le code nous oblige à attendre au moins 1 année après l'appel aux créanciers, si jamais c'est l'article 745, alinéa 2 du CO. Ou avant, s'il y a une attestation d'un expert réviseur que toutes les dettes ont bien été payées. L'appel aux créanciers doit être publié à 3 reprises dans la feuille officielle suisse du commerce. Attention, petit piège, si vous êtes actif dans le domaine comptable depuis quelques années, vous avez forcément la conviction que ça doit être fait 3 fois. Ça fait des décennies que ça devait être fait 3 fois et avec la révision du droit des sociétés, maintenant le code ne parle plus que de l'appel aux créanciers au singulier. Donc il n'y a plus qu'un seul appel aux créanciers qui est nécessaire lors d'une liquidation. Donc ça, c'est le nouveau truc du nouveau droit de la société anonyme qui est en vigueur depuis à peu près 2 ans. Les actionnaires perdent une partie du capital versé, effectivement. Donc voilà, nous avions ces réponses-là qui n'étaient pas correctes et donc qu'il ne fallait pas cocher au cas où dans ce tableau. On continue et on finit nos cas spéciaux évidemment par une fusion parce que c'est très rigolo les fusions. Donc là, nous avons 2 sociétés. Nous avons une société qui va absorber une autre société. Donc fusion par absorption, cela veut dire que cette société Hoflitzer SA va disparaître et être complètement avalée par Stromer Velo SA. Donc, on va retrouver dans Stromer Velo SA les actifs et les dettes de Stromer Velo SA et les actifs et les dettes de Hoflitzer SA. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans une fusion par absorption? Vu que cette société est absorbée par celle-là, cette société, elle avait des actionnaires. Capital action de 800, elle ne peut pas exister sans actionnaires. Donc, la société qui se fait absorber,
elle avait des actionnaires. La condition pour pouvoir procéder à une fusion, c'est que les actionnaires de cette société absorbée, qui disparaît, eh ben, reçoivent une compensation. La compensation, normalement, elle est en action de la société absorbante. Donc, on dit aux actionnaires, on vous absorbe votre société, donc tout ce qu'a votre société, ça vient chez nous. Votre société, elle n'existe plus, donc vous perdez votre société. Maintenant, en compensation, on vous donne une partie de notre société, puisque du coup, votre société va faire partie de notre société. Donc vous aussi, on va vous en donner une partie. Des cas peuvent également être faits selon la loi sur la fusion avec une indemnisation en argent euh, à certaines conditions. En général, ça se fait par l'émission de droits de participation qui correspondent à la même chose. Donc ça veut dire que les actionnaires de l'ancienne société doivent recevoir des droits de participation de la nouvelle société qui correspondent à un maintien de la part qui leur appartient. Donc ça veut dire qu'il faut évaluer la valeur de ces actions. Et c'est exactement ce qu'on vous demande. Quelle valeur de l'action prendriez-vous comme référence en ce qui concerne Stromer Vélo pour le rapport d'échange des actions? On ne vous dit pas comment l'évaluer. Il y a plusieurs façons pour l'évaluer. On peut prendre la valeur substantielle, on peut prendre la valeur de rendement, on peut faire une analyse DCF, etc. Sur la base des indications qu'on a là, quand on nous donne le bénéfice, le taux d'intérêt ajusté au risque, on a quand même l'impression qu'on souhaite qu'on prenne en tout cas en compte ce bénéfice. Et on connaît tous ce qui s'appelle la méthode des praticiens. Et la méthode des praticiens, ça consiste à faire une moyenne pondérée de 2 fois la valeur de rendement et une fois la valeur substantielle. Donc, quelle est ici la valeur de rendement de Stromer Vélo SA? Pour calculer la valeur de rendement, on prend le bénéfice annuel que l'on divise par le taux d'intérêt de capitalisation, donc ici 10%, donc 0,1. Donc on arrive à une valeur de rendement de 1800. Cette capitalisation de diviser simplement par le taux d'intérêt, ça capitalise, si on veut, le bénéfice futur annuel à l'infini. Et donc ça nous donne une valeur de 1800 pour la société. La valeur substantielle de la société, c'est la valeur de la substance. Donc on va regarder. Cette société, elle a un capital action, des réserves légales issues du bénéfice et un bénéfice reporté de 1450, 1550. Donc ça veut dire que les actifs moins les dettes, ça vaut 1550 de valeur nette, mais on tient aussi compte des réserves latentes pour évaluer la société, parce que même si ces réserves latentes ne sont pas comptabilisées, elles sont là et elles valent de l'argent. Donc ces réserves latentes à 125, on ne retient que le 80% de ces réserves latentes puisqu'elles sont imposées de 20%. Donc, le jour où ces réserves latentes seront réalisées, eh bien, elles seront imposées. Donc, ça ne vaut pas vraiment 125, ça vaut 20% de moins puisqu'il y aura des impôts à payer. Donc, la valeur substantielle, c'est tout simplement la valeur comptable des fonds propres, soit ici 1550, plus on va faire la valeur nette d'impôt des réserves latentes, soit le 80% de 125, et ça nous donne une valeur substantielle de 1650 francs. Donc on a notre valeur de rendement, on a notre valeur substantielle, et la méthode des praticiens, ça consiste à prendre 2 fois la valeur de rendement et 1 fois la valeur substantielle, donc 5250. On divise par 3 puisqu'on veut faire la moyenne de ces 3 valeurs, du coup, vu qu'il y en a une qu'on a prise à 2 fois. Donc on arrive à une valeur de la société de 1750. Le nombre d'actions, 10 000 unités. Quelle valeur de l'action, pas de l'entreprise. Donc la valeur de l'action, 1750 divisé par 10 000 actions,
on arrive à 175 francs dans la mesure où on estime que tout ça, ce sont des millions. Vous voyez ici, c'est des milliers de francs. Donc, on a fonctionné en milliers de francs pour tous les calculs. Donc, notre capital action ici, c'est pas 1000, mais c'est 1 million. Donc, du coup, on arrive ici à 1750 fois 1000. Donc, 1750 divisé par 10 000, eh ben, ça nous ferait 0,175, mais on fait fois 1000, 175. Et désignation de la valeur, en général, on vous propose comme terme valeur intrinsèque. Je ne suis pas sûr que si vous écriviez valeur vénale, ça soit faux, hein, je pense pas forcément, mais bon, voilà. Valeur intrinsèque de l'action, c'est la valeur réelle de cette action. Donc, on va considérer qu'une action vaut 175 francs. On ne vous demande pas de calculer le rapport de la fusion, le rapport de fusion, parce que logiquement, on doit calculer la valeur de l'action de la société qui est reprise, la comparer avec la valeur de l'action de la société reprenante et trouver un rapport d'échange qui fait que les actionnaires qui sont absorbés reçoivent des actions de l'absorbante qui correspondent à la même valeur. Donc là, on ne vous demande pas de le faire. Un rapport d'échange de 2 actions pour 5 actions of Leadser et ils augmentent leur capital de 500. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Stromer Velo, pour pouvoir dédommager les actionnaires de la société qui est absorbée, ils vont augmenter leur capital action de 500. Donc, ils vont émettre 500, plus exactement 500 000 francs de capital action en valeur nominale. Et ce sont ces actions-là qu'ils vont émettre pour indemniser les actionnaires repris. De cette manière, les actionnaires repris, eux, ils avaient des actions d'une société qui n'existe plus, mais maintenant, ils vont avoir des actions d'une société qui existe encore et qui contient enfin, qui contient les actifs et les dettes de la société reprise. Donc, quelle est l'agio de fusion? L'agio de fusion, c'est quoi? On regarde d'un point de vue purement comptable, qu'est-ce qui est apporté par la société reprise dans la comptabilité de la reprenante et qu'est-ce que la reprenante a dû donner en échange. Donc, l'actif net absorbé par Stromer, qu'est-ce que c'est l'actif net qui est absorbé par Stromer? C'est la valeur nette de Hoflitzer, actif moins dette. Donc on a un capital action, des réserves légales issues du bénéfice et un bénéfice reporté. On a donc 800, 980, 1030. Donc c'est 1030 l'actif net qui est absorbé par Stromer. Ici, on n'a que la valeur des fonds propres, mais la valeur des fonds propres, c'est les actifs moins les dettes. Donc, Stromer, elle reçoit un certain nombre d'actifs, un certain nombre de dettes. Donc, dans la comptabilité de Stromer, va falloir ajouter les actifs de Hoflitzer, va falloir ajouter les dettes de Hoflitzer, et donc la valeur nette de ce qui est apporté, c'est la valeur des fonds propres ici, 800 plus 180, 50, 1030. Donc, on a 1030 d'augmentation de l'actif net de Stromer. Le capital émis par Stromer, on a dit c'est 500, c'est l'énoncé qu'il dit. Donc, ça veut dire qu'entre les actifs et les dettes, Stromer reçoit 1030 de plus dans son bilan, mais pour cette acquisition, Stromer n'a eu qu'à émettre que 500 de capital. Donc, on a un petit souci ici. Il y a une différence de 530. Et si on ne comptabilisait pas cette différence, le bilan serait donc déséquilibré. Eh bien, cette différence, c'est précisément l'agio de fusion. C'est tout bêtement une différence de valeur comptable entre ce que la société reçoit en absorbant le contenu de la société absorbée et ce qu'elle doit émettre en capital action pour financer ce rachat. Et évidemment que ça ne vaut pas la même chose, puisqu'on se base sur la valeur intrinsèque des parts sociales, mais on émet des parts sociales à leur valeur nominale. Donc ici, si je vois, j'arrive avec 1030 d'actifs en plus, pour lesquels j'ai émis que 500 de capital
en valeur nominale. Dans ma comptabilité, il y a un déséquilibre de 530 et cet agio de fusion va donc être affiché comme agio de fusion dans les fonds propres pour équilibrer le bilan. Les réserves fiscales issues de l'apport de capitaux propres, comment on les obtient? Eh bien ça, on doit regarder quel est le capital qui a été annulé. Parce que Hofflitzer avait un capital de 800 000. Et ce capital n'existe plus. À cause de la fusion par absorption, ce capital, il n'existe plus. Il n'y a plus de capital de Hofflitzer SA. Donc, ça veut dire que les capitaux propres inexistants du fait de la fusion, c'est quoi? Bah, c'est le capital action de Hofflitzer SA, soit 800. Les capitaux propres émis lors de la fusion, c'est l'augmentation de capital action de Stromer. Hop, 500. Donc là, réserve d'apport en capital au sens fiscal, 300. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à récupérer 800 de capital action en n'émettant que 500 de capital action. Donc, ça veut dire que j'ai 300 ici de capital action que j'ai récupéré. Et donc, dans cet agio de fusion de 530, eh bien, il va y avoir ces 300 de capital action qui ont été absorbés pour moins cher. Et donc, si vous regardez là, j'ai bien 230 de fonds propres supplémentaires. Et si je prends mes 300 de capital et mes 230 de fonds propres supplémentaires, j'arrive bien aux 530. Donc, comme d'habitude, en comptabilité, quand on arrive à faire tout balancer, c'est probablement qu'on a fait juste. Et ça sera le conseil final pour les examens de comptabilité de votre brevet. Essayez de faire en sorte de faire des trucs équilibrés et vous avez déjà pas mal de chances d'être correct. Voilà. Donc, on arrive au bout de ce petit examen qui ne faisait que 35 minutes. Et qui m'a pris à peu près 40 minutes à parler, donc je parle trop par rapport à la durée de l'examen. Je pense que concrètement, au brevet en général, si je me souviens bien, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie les papiers, donc en vrai, ça serait sûrement un petit peu plus long. Mais là, vous avez revu 3 cas, 2 cas spéciaux, soit assainissement, liquidation, et puis fusion. Et je vous remercie pour votre attention et votre professionnalisme dans cette correction. Je vous souhaite la meilleure des chances pour vos examens.